branche du groupe, qui est la branche Coficap, qui fabrique des câbles électriques pour le secteur automobile. Donc le fondateur, c'était mon père. En 1946, donc il a lancé une petite entreprise qui fait de la distribution de matériel électrique et également de l'installation. Et puis il a développé à sa manière. Bon, il n'avait pas une formation universitaire, donc un peu autodidacte. Et par la suite, il s'est lancé dans un projet industriel, les câbles électriques Shakira, qui sont connus en Tunisie, c'était en 1965. Et il avait incité la deuxième génération dont je fais partie à faire des études supérieures, de préférence grande école. Donc il avait dit, Fawzi mon frère, toi tu fais l'école centrale, Hichem il fera HEC, et puis vous vous débrouillez. Et puis il y a les filles aussi, bien sûr, qui ont fait des études supérieures. Donc au départ, son idée c'était d'investir dans ses enfants, au niveau de la formation, pour qu'ils puissent accéder au leadership des entreprises et qu'ils puissent développer. Donc nous sommes arrivés à l'entreprise. Bon, il y avait à l'époque 2 unités, une unité d'installation et de distribution de matériel électrique et une unité de fabrication, donc industrielle. Il n'avait pas d'expérience industrielle et de connaissance du monde de l'industrie, il était surtout commercial, mais il avait pris un partenaire français, partenaire technologique, donc il n'était pas membre du capital, pour nous aider à développer cette activité. Donc nous sommes arrivés en 77, donc ça fait quand même longtemps, et on fait des études supérieures en France notamment. Et là, nous avons commencé ensemble à développer donc cette activité. Et la première chose, donc d'abord consolider l'activité en Tunisie, donc c'était le marché local qu'il fallait fournir, et puis se lancer vers l'exportation. Donc mon père était très présent, très actif, donc on a bénéficié donc, de ses connaissances, de son expérience, et nous avons commencé à développer l'activité des faisceaux de câbles pour automobiles. Donc on s'est lancé dans une activité internationale, donc, qui était destinée à l'export, et là a commencé les membres de la deuxième génération ont commencé à se positionner en dirigeant des filières. Donc nous, en fait, notre groupe, nous sommes organisés en filières. En réalité, il y a une filière câble électrique et automobile, une filière câblage, faisceau de câbles pour l'automobile, et une filière agroalimentaire. Plus d'autres entreprises dans des activités un peu diversifiées. Et donc la spécificité de notre mode de gouvernance, c'est que la deuxième génération a pris le pouvoir du vivant du fondateur. Donc moi j'ai pris la direction de la branche câble, Fawzi il a pris la direction de la branche vaisseau de câble, et Salm Markir, qui est actuellement ministre, avait pris la direction de l'activité agroalimentaire, plus également une présence importante dans l'activité des vaisseaux de câble, mais nous étions tous ensemble. Disons que les grandes décisions se prenaient ensemble et nous étions tous impliqués dans le développement de ces branches d'activité. Bon, il y a d'autres membres aussi de la deuxième génération qui ont pris plutôt des fonctions centrales. Donc il y avait des patrons de branches, il y a des patrons de branches, mais il y a aussi des membres de la deuxième génération qui ont des responsabilités, direction générale juridique du groupe, direction générale achat du groupe et d'autres activités. Donc il y a deux types de fonctions. Donc le management d'entreprise dans sa globalité, à des postes de PDG ou des postes de direction centrale. Donc ce passage donc, de la première à la deuxième génération s'est fait de cette manière-là, en présence du fondateur, qui lui déléguait dès le départ, qui a délégué, et notamment le développement international de notre groupe, parce que bon, nous sommes un groupe qui s'est déployé à l'international. Donc au départ, c'était le marché local. Ensuite, l'exportation à partir d'une base industrielle tunisienne. Et la
la troisième étape, c'est l'internationalisation industrielle, avec des implantations industrielles au Portugal, au Maroc, en Roumanie et ailleurs. Donc c'est un déploiement. Donc la deuxième génération a vraiment développé le groupe. Donc il y a eu un acquis de départ, il y a eu une bonne synergie avec le fondateur, il y a eu une délégation de pouvoir, et puis aussi pousser la deuxième génération de s'imposer par le mérite, s'imposer par le travail, s'imposer par aussi un niveau d'études relativement élevé. Donc il fallait réellement s'imposer, et ce n'était pas parce qu'on était le fils du patron qu'on était là à ce poste. Et il fallait absolument montrer la différence et convaincre donc parce qu'il y a une équipe aussi de cadres, d'employés qui étaient là avant que nous arrivions, et il fallait qu'on s'impose réellement par rapport à ces équipes-là. Donc ça, c'est la deuxième génération. Ensuite, il y a la troisième génération qui est là, qui est active. Et bien sûr, nous, deuxième génération, nous sommes frères et sœurs. Eux, ils sont cousins, frères et sœurs, etc. Donc il faut absolument qu'il y ait des règles claires et des critères, et que les choses se passent dans des conditions qui soient reconnues, surtout par les employés et les cadres des différentes entreprises. Et ça, c'est un point très très important. Donc nos règles, c'est que quand un membre de la troisième génération intègre une des sociétés du groupe ou une fonction centrale au niveau du groupe, il fallait qu'il y ait réellement un besoin pour ce poste-là, et que la personne ait le mérite pour occuper ce poste, mais également, et de préférence, et ça c'est un peu nouveau, que si possible, avoir une expérience externe reconnue. La reconnaissance de l'expérience externe est importante. Bon, ça n'a pas été le cas avec les premiers, mais je pense que c'est une chose qui est... Bon, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Si on peut avoir une expérience externe reconnue, c'est une bonne chose. À côté de ça, le groupe s'étant développé assez rapidement, donc il y a de très grandes compétences à très haut niveau dans le groupe, et les membres de la troisième génération ne sont pas forcément au-dessus de ces gens-là. Par exemple, si je prends le cas de Coffee Cap, nous avons un executive committee. Et dans cet executive committee, il y a des membres de la deuxième génération, de la troisième génération, mais également des compétences externes reconnues. Par exemple, il y a le CTOO, Chief Technological Operation Officer, le CSO, Chief Sales Officer, parce que la langue qu'on utilise, c'est l'anglais, hein, s'agissant d'un groupe qui s'est développé à l'international. Donc on utilise l'anglais comme langue de travail. Et ces deux positions que je viens de citer sont des personnes externes à la famille. Donc il faut absolument, quand on se développe, quand on atteint des niveaux de performance élevés, quand on se déploie à l'international, parce que là, on n'a pas droit à l'erreur, il faut vraiment que la règle du mérite s'impose. Il faut que les membres de la famille qui occupent des fonctions d'autres responsabilités méritent cette fonction-là et apportent une valeur ajoutée. Parce que s'ils vont diriger des sociétés et qu'ils n'apportent pas la valeur ajoutée, je suis le patron, c'est moi qui commande, vous devez obéir. Ça, c'est largement dépassé. Il faut vraiment fournir la valeur ajoutée, encadrer le personnel, apporter le plus et démontrer qu'on est capable d'assumer la fonction qu'on occupe. Donc, pour nous, il est très important pour la pérennité donc, des entreprises et la pérennité du groupe que la règle du mérite s'impose. Tout à l'heure, l'exemple de monsieur à propos donc, du management au départ, comment votre frère a occupé le bureau de son père, et que par la suite, la société ne s'est pas réellement développée comme il fallait. Donc là, à mon avis, on ne peut mettre des membres de la famille à des positions importantes que s'ils ont
la compétence et les capacités nécessaires à l'occupation de ces postes-là. C'est très important. Donc ça coûte beaucoup plus cher d'avoir quelqu'un qui va mener la société à sa perte, plutôt qu'il reste chez lui et il reçoit les dividendes. Donc là, c'est la différence entre l'actionnariat et le management. Il faut bien faire la part des choses. Étant actionnaire, on n'est pas forcément manager. D'ailleurs, dans notre famille, il y a des pharmaciens, il y a des médecins, donc ils ne sont pas tous dans le management. Et ce n'est pas obligé. D'ailleurs, à propos de coacher les membres de la famille pour que par la suite ils occupent des fonctions, il ne faut pas exagérer dans cette orientation. Parce qu'il y a certains qui ont peut-être des prédispositions artistiques, des prédispositions à devenir médecin, des prédispositions à devenir architecte, comme madame. Mais elle a rejoint le groupe familial. Donc, je pense qu'il faut penser au développement de l'entreprise ou des entreprises, à la croissance, au challenge, nouvelles technologies, nouveaux marchés, nouvelles implantations, nouveaux positionnements, plus de profitabilité, meilleure organisation. C'est le plus important. Et bien sûr, pérennité. Donc, je pense qu'il faut bien être conscient de ces contraintes et de ces exigences pour qu'on assure la pérennité des entreprises et des groupes familiaux et de bien avoir très clair les règles de gouvernance. Donc ça, c'est les chartes de famille, c'est les pactes d'actionnaires, c'est les conseils de famille qui doivent aller dans le sens du mérite, du travail, du respect et d'une bonne compréhension des enjeux, parce qu'en voulant imposer son fils à un poste qu'il ne mérite pas, eh bien, on perd tout. Donc c'est très important de baser les gouvernances familiales sur des règles claires, nettes et basées donc sur ce que je viens de dire. Merci. Merci, Siloum. Vous avez un micro. Merci, Siloum, pour votre témoignage et cette, en fait, encore une fois, un enseignement riche en matière de transmission et des leçons à tirer pour pouvoir réussir une transition d'une deuxième à la troisième génération. Passons maintenant à un parcours assez atypique, une architecte qui bascule dans architecte d'intérieur qui bascule dans l'entreprise familiale, qui n'a rien à voir avec l'architecture d'intérieur. Expliquez-nous comment ça s'est fait et comment ça s'est passé. Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de témoigner aujourd'hui de mon intégration au sein de l'entreprise familiale Masmoudi. Donc je me présente, Cyril Masmoudi, 23 ans. Je suis la petite fille de la fondatrice, Madame Masmoudi, de l'entreprise familiale, et la fille de Monsieur Ahmed Masmoudi, qui est l'un des directeurs généraux de la société. Donc, je suis la 12e membre sur 17 de la famille. J'ai grandi dans un milieu entrepreneurial qui est basé principalement sur des valeurs, parce que mamie, en 1991, quand elle a transmis l'entreprise à ses enfants, elle n'a pas seulement transmis l'entreprise et le savoir-faire, mais elle a transmis des valeurs qui sont basées, et une culture de valeurs qui est basée sur le partage, la générosité, donner sans contrepartie, sur l'entente, et on avait un lien familial très très soudé. Donc pour cela, on était très intégrés dans l'entreprise, on était toujours les cousins avec nos parents, avec mon père et mes oncles. On donnait des coups de main, par exemple au mois de Ramadan, on vendait des pâtisseries, on était dans l'usine, on préparait les gâteaux. Après, on a assisté au développement de la société. On est parti même en France pour présenter la société. On a même vendu les pâtisseries à Paris. Et j'ai même rencontré Madame Salma en 2014, je pense, au 15. Donc voilà, j'étais très impliquée dans cette culture entrepreneuriale familiale. Mais le jour de mon orientation, j'arrivais pas à me projeter professionnellement au sein de l'entreprise. C'est vrai que j'étais très impliquée et j'étais très bien intégrée, mais j'avais une attraction vers le domaine artistique.
Donc en ce moment, je ne pouvais pas me projeter au sein de la société. Mais mon père, il m'a dit que c'est bon, tu fais ce que tu veux, tu es libre, l'essentiel de faire ce que tu aimes. Donc j'ai fait une licence en art plastique, peinture, donc je suis peintre. Et après avoir eu ma licence, et j'étais parmi les meilleurs, et c'est une fierté pour mon père et pour moi, pour ma maman, de faire quelque chose que j'aime. Donc après 3 ans, je me suis posé la question si je pourrais être utile à l'entreprise. Je me suis demandé si je pourrais apporter de la valeur ajoutée en faisant une autre spécialité peut-être et joignent l'utile à l'agréable. Donc après des longues discussions avec mon père, il était très compréhensif parce que je voulais vraiment être artiste et je ne voulais pas changer de domaine. Donc j'ai fait une deuxième licence en architecture d'intérieur. Donc vu que j'ai déjà un diplôme artistique, j'ai accédé directement à la deuxième année dans une école privée à Tunis. Et c'était pas du tout facile d'entamer un autre domaine, même si c'est artistique, mais c'est d'autres normes et tout. Donc voilà, j'ai bossé et j'ai fini. Je voulais toujours être à la hauteur des attentes de mon père et ma famille. Je voulais toujours valoriser ce que mon père et ma famille ont fait. Je sais que papa et mes oncles, ils ont vraiment très très bien travaillé pour vraiment développer la société. Donc voilà, j'ai fini les 2 ans d'architecture d'intérieur, j'ai fait un stage et je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps de m'intégrer au sein de la société. C'était un peu, je sais pas, c'était un peu bizarre, mais c'était ma propre décision de m'intégrer dans la société. Et le jour de mon intégration, papa, il n'était pas vraiment très impliqué, donc je suis passée par les étapes très... oui, j'ai préparé mes papiers en tant qu'une simple employée. J'ai fait parce que c'est une usine agroalimentaire, donc il faut faire un dossier médical. Mon salaire, par exemple, il était traité par la direction RH. Papa, il était en retrait, oui. Et j'ai tout fait toute seule. J'ai même fait un petit entretien avec la directrice RH parce que je devais avoir une fiche fonction. Mes cousins, ils m'ont demandé qu'est-ce que je pourrais vraiment faire et apporter de plus pour la société. Et je peux dire que je peux m'estimer chanceuse de faire ce que je veux et au sein d'une entreprise familiale que j'appartiens. Donc voilà, j'espère que je pourrai assurer la pérennité de l'entreprise. C'est une fierté de faire partie d'un groupe familial qui est vraiment basé sur des valeurs qui sont solides, on peut dire. Et juste pour finir, je sais qu'il y a 3 C, la création, la croissance et la conservation. Je n'ai pas assisté à la création, j'étais petite. J'ai assisté à la croissance. Papa, il a travaillé avec ses frères dur. On ne le voyait presque pas. Et je sais que c'est une responsabilité de poursuivre ce chemin qui est vraiment une fierté pour moi. Et voilà, j'espère que ça va durer. Autant de sincérité et de profondeur dans ce témoignage, ça fait vraiment plaisir de voir que moi je pense que l'entreprise est entre de bonnes mains, elle est partie pour perdurer et pour faire encore plus de croissance et non pas d'être uniquement conservée. Alors, passons maintenant à notre chercheuse et experte en psychologie qui va nous parler un peu de l'aspect psychologique de la transmission, surtout qu'on a eu droit à la maman en tant que Chief Emotional Officer.
à la maman en tant que, en fait, à la fois mère et chef d'entreprise et patronne de son propre fils, avec tout ce que ça implique comme perturbation par certains moments de la relation mère-enfant, mère-fils, en l'occurrence ici. On a vu la présence du père lors de la transmission et transmission de sang vivant, ce dont on parlait tout à l'heure, transmission de sang vivant, et tous ces facteurs-là, et de la jeune de la génération, de la troisième génération, qui, à un moment donné, elle parle de son père, qui était là, mais qui en réalité l'a laissé voler de ses propres ailes et assumer ses choix. Enfin, tout ça, je pense que ce n'est pas anodin et ce n'est pas sans répercussions psychologiques et sans conséquences. Enfin, voilà. Donc, je cède la parole à notre psychologue. Bonjour, donc je suis Alma Hafsi, psychologue, enseignante-chercheuse à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Ah d'accord. Alors, je suis très honorée d'assister aujourd'hui à une séance très très riche d'expériences et surtout qui parle donc de ces entreprises, de la transmission en fait d'un savoir-être et d'un savoir-faire, hein, des fondateurs de ces entreprises, en partant en fait des parcours de vie, des trajectoires donc différents des uns des autres. Donc, ce qui est récurrent, en fait, c'est la place du père. Mais bon, à part madame, hein, qui était, elle, chef d'entreprise, mais sinon, la maman n'a pas de place. Alors que qui dit une famille, dit la maman. Qui dit vie, dit la maman. En fait, oui, c'est sa grand-mère. Oui, mais c'est plutôt le papa. Donc tout, c'est réalisé à travers le papa. Et donc, la place de la mère dans cette transmission transgénérationnelle est importante. Celle qui donne la vie, c'est la maman. Et celle qui transmet, en fait, la culture familiale, celle qui transmet les valeurs, c'est la maman. Mais elle joue aussi un rôle, même s'il n'est pas direct, il est indirect, puisque c'est à partir d'elle donc, que tout va être transmis, même les choix professionnels. Donc, là, on va partir de l'importance de la communication. Donc, cette communication, qu'elle soit donc, verbale ou non verbale, manifeste ou implicite, donc la communication joue un grand rôle dans la transmission de ces savoirs ou dans la continuité, excusez-moi, dans la continuité de cet emplacement, de cet héritage, de tout ce travail en fait qui a été accompli par les premières générations. Donc la maman qui, elle, en éduquant ses enfants, donc c'est elle qui transmet l'image, la présence du père. Ce père-là, donc, qui peut quelquefois être absent, hein, vu les engagements professionnels, mais elle peut faire de lui une présence aussi, parce que la forclusion du père, elle anéantit presque la vie des enfants. Donc, tout à l'heure, madame disait qu'à la maison, il ne faut pas parler du travail à la maison. Hein. Moi, je suis pas d'accord. En fait, on a besoin de parler de son travail, de ses péripéties, des échecs, pas seulement. Mais il faut mettre aussi le doigt sur les réussites. C'est à travers la réussite, à travers l'implication de ces enfants dans les projets, dans la valorisation en fait, de ces enfants qui se voient déjà participer, hein, aux prises de décision des projets professionnels, même si ce n'est pas vrai, on leur fait savoir que leur avis est important. Hein, donc,
on les encourage à la participation, à émettre un avis, en fait, à participer à un brainstorming, quoi. Donc un brainstorming, mais qui reste au niveau de la famille. Ça va donner ses fruits sur le développement de la personnalité de l'enfant, mais aussi dans la détermination de ses choix professionnels. Donc, en psychologie de l'orientation scolaire et professionnelle, le contexte, la dimension famille joue pour beaucoup. En fait, quand le père est tout le temps absent, physiquement, là je parle, hein, tout le temps absent parce qu'il est pris par son travail, par ses obligations professionnelles. Donc, l'enfant, quel statut il va avoir? Il va avoir le père, oui, mais un papa toujours absent. Pourquoi? Son absence est liée à quoi? Liée à sa profession. Mais quel type de profession? C'est que c'est un entrepreneur ou, je sais pas, X profession. Donc, quelle idée va germer, va se développer dans le conscient et l'inconscient de cet enfant? C'est que ce métier, ce corps de métier précisément, m'a dépourvu en fait de l'amour, de la place de mon papa, de sa présence fictive. Alors, là, j'appelle aussi à tous les jeunes, en fait, même ceux qui vont prendre la relève, de concilier un peu vie professionnelle et vie privée, d'être un peu plus présent pour les enfants. Et pour garantir un peu cette transmission, passer aussi par des comportements ludiques, c'est-à-dire les jeux, par le jeu. En fait, avec ces enfants, on doit avoir des moments de partage, mais des partages, non pas de partage, mais dans des conditions un peu gandées, un peu, comment dirais-je, très officielles, non, mais il faut que les papas, en fait, régressent un peu au niveau de leurs enfants, qu'ils soient un peu comme égaux, qu'ils aient aussi donc, des moments de vie, mais agréables, dans le sens où dans cet échange, il y a des transmissions, mais transmission de valeurs, transmission d'un savoir, mais c'est un savoir être là comme étant père, comme étant le paternel. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, dans cette dynamique en fait de couple, la maman aussi, à travers la maman, que la réussite du papa, elle est transmise à l'enfant. Et comment cela? Quand la maman ne souffre pas de l'absence du conjoint, quand le conjoint lui-même renvoie une image positive de la maman, qui, elle, va transmettre aussi une image positive de son conjoint. Donc, vous voyez, il y a un va-et-vient entre les reconnaissances du rôle de l'un et de l'autre. Donc, concernant cette transmission pour le successeur, en fait, cette transmission ne se fait pas aisément, hein. Elle doit passer par des périodes de transition. Et pour chaque étape nouvelle, donc, il y a des souffrances, il y a un tâtonnement. Donc, cet accompagnement dans la transition va en fait garantir l'implication, garantir la pérennité, garantir en fait la poursuite de la mission de la troisième génération. Donc, cette mission qui, quand même, paraît pas facile du tout pour le transmetteur, parce que lui, il va partir
et il va laisser sa place, il va céder la place. Mais céder la place pour qui? Pour des enfants. Mais est-ce que, oui, mais est-ce que les parents entretiennent aussi cette image d'adulte, ou est-ce qu'on continue à